Messieurs, bonjour. C'est avec le plus grand plaisir que je vous accueille dans cet ancien atelier de charronnage qui appartenait à feu mon père Jules Loest. Jules Loest fut le dernier charron de la région. Cet atelier ne se trouvait pas évidemment dans l'état où vous le connaissez actuellement, du moins dès le début. En effet, ne disposant pas de l'électricité, l'atelier a d'abord fonctionné sur base d'un moteur à essence. Un peu plus tard, lorsque l'électricité fut installée dans le village, on a alors passé évidemment à l'électricité. Et l'atelier a continué en pleine activité jusque dans les années 1950 environ. À partir de 1960, il a commencé à péricliter pour s'éteindre complètement 5 ou 6 ans plus tard. Dans les années 1995, mon épouse et moi-même avons alors décidé de le remettre complètement en état. Cela veut dire dépoussiérer les machines, dérouiller les outils, réparer quelques moteurs ou quelques pièces qui nécessitaient soit des changements de roulement à billes, soit un réaffûtage ou que sais-je, et surtout les moteurs électriques ont dû être complètement révisés. Cet atelier se trouve actuellement dans un état de fonctionnement parfait et pourrait évidemment recommencer à produire des roues ou d'autres pièces de charronnage à volonté. Le travail du charron commençait par la sélection des arbres dans la forêt. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, vous pouviez voir le charron accompagné par le garde forestier aller choisir les meilleurs arbres en vue du travail qui était à effectuer. En effet, il faut savoir que l'arbre était sélectionné déjà en fonction de la pièce que l'on devait en tirer. Certaines pièces sont parfaitement rectilignes, d'autres pièces par contre présentent une incurvation et il s'agit de trouver dans l'arbre une incurvation correspondante de façon à pouvoir en tirer la pièce voulue sans lui enlever de la rigidité ou de la solidité. À titre d'exemple, le départ des grosses branches dans la fourche de l'arbre était surtout utilisé pour la réalisation des fourches avant et arrière des chariots. Le pied des arbres, au contraire, qui présente toujours une belle courbure vers les racines, était plutôt utilisé pour la construction des colliers pour les chevaux de trait. Un gros effort étant imposé sur cette pièce de bois, il est évident qu'elle devait être réalisée parfaitement dans le fil du bois. À titre d'exemple, je vous montrerai simplement ces pièces-ci, qui pourraient paraître un peu des pièces de rebut du fait qu'elles présentent des incurvations. Tout au contraire, elles sont fort intéressantes par le charron, parce qu'il pourra dans une telle pièce découper une pièce qui aura la même courbure que possédait l'arbre sur pied. Il passait alors une partie de l'hiver à abattre ces arbres à l'aide d'une cognée telle que vous la voyez ici, à les ébrancher, puis à les ramener à la scierie à l'aide d'un trick-balle. À la scierie, l'arbre était découpé en planches de fine épaisseur ou en pièces de très grosse épaisseur, allant jusqu'à 20 ou 25 cm d'épaisseur, avant d'être ramené ici sur place dans la propriété de Falais en vue du séchage. Il faut s'imaginer alors que le jardin ici était couvert par de grands hangars destinés à sécher, entreposer les bois pendant éventuellement 5, 6 ou 10 ans. En effet, un bois sèche à partir des deux extrémités et on continue que le séchage progresse à raison d'environ 1 cm par an, ce qui fait que pour sécher un bois de 20 cm d'épaisseur, il nous faut matériellement 10 ans. Que le charron s'occupait en réalité de tout ce qui roule, c'est-à-dire de tout ce qui assure le transport, que ce soit des matériaux, des personnes, des biens, des animaux, etc. C'est ainsi que son travail principal, ici dans la région esbignonne, consistait surtout dans la construction, la réparation des chariots et de tout le matériel utilisé par les fermiers. Chariots, galiots, tombereaux, charrettes en tout genre, charrettes pour le transport du matériel, charrettes pour le transport des animaux, des porcs, des bœufs, des moutons et que sais-je encore. Le principal travail consistait surtout
dans la construction et la réparation des roues. C'est surtout dans les roues que s'exerçait le principal de l'art du charron. Le charron travaillait en continuité, en collaboration avec le maréchal Ferrand. Et c'est ainsi qu'une pièce de charronnage effectuait souvent 2 ou 3 allers-retours entre l'atelier du charron et la forge du maréchal Ferrand avant d'être complètement terminée. Les différentes essences de bois qui étaient utilisées par le charron étaient essentiellement le chêne, l'acacia, l'orme, le hêtre et le frêne. Accessoirement, le peuplier et parfois le sapin d'ailleurs étaient aussi utilisés principalement pour les planchers et les fonds de chariots, de galiots, etc. Si nous considérons une roue, la roue est réalisée dans 3 essences de bois différentes. Pour le moyeu, c'est le chêne qui est le matériau idéal. Le moyeu est toujours pris dans un arbre, dans le cœur de l'arbre, après avoir éliminé évidemment l'écorce et surtout l'aubier qui sont des parties trop peu résistantes. Par contre, si l'on désirait utiliser du chêne pour les rayons, le but ne serait pas parfaitement atteint. En effet, la roue doit avoir une certaine élasticité pour absorber les chocs et les chaos de la route. Par conséquent, on recherche un bois qui est nerveux, un bois qui reprend sa forme, qui est élastique. Et dans ce but-là, l'acacia est l'arbre qui remplit ce rôle idéalement. Enfin, pour les jantes, la partie extérieure de la roue, ici on recherche plutôt la légèreté de façon à réduire l'inertie au roulement. Et dans ce but-là, l'orme était le matériau idéal. Comme l'orme tend maintenant à disparaître de notre région, on peut le remplacer par le hêtre ou le frêne qui donnent également satisfaction. Le premier stade pour la construction d'une roue, c'est la fabrication du moyeu. Et le moyeu, comme nous l'avons déjà dit ce matin, se prend dans un tronçon d'un arbre et préférentiellement donc de chêne. On va donc à la recepresse découper des rondins, sensiblement de cette forme-ci, qui seront grossièrement équarris à la hache, débarrassés de leur écorce et de l'aubier, à l'aide de cette hache spéciale qui s'appelle une dalloire. Après cela, les rondins passeront donc sur le tour, qui est cet engin qui en fait a été construit par mon père lui-même. Le tour est une machine très ancienne. Elle remonte au moins à 5000 ans avant Jésus-Christ et il trouve un peu son origine dans la même idée que le tour du potier. Pour cela, donc, l'arbre est posé entre deux fers, une pointe et une contrepointe, et il sera actionné sur un mouvement rotatif horizontal. Au départ, cette tour était actionnée à la main, à la force des bras, et pas plus tard que du temps de mon grand-père, comme il n'avait ni moteur ni électricité, c'était ma grand-mère qui tournait un grand volant et qui actionnait donc le tour lorsque mon grand-père devait façonner des moyeux. Ici, nous sommes sur un tour électrique et comme vous le voyez, l'opération sera évidemment beaucoup plus facile et plus rapide que lorsqu'on travaille à la main. Les outils pour le travail au tour sont essentiellement des gouges, c'est-à-dire des ciseaux de forme légèrement arrondie comme ceci, très robustes, qui vont servir à enlever la plus grande partie de la matière. Si l'on veut travailler de façon plus précise pour réaliser des surfaces planes, on travaillera alors avec des ciseaux. En voici 2 modèles. Et enfin, le dernier outil qui nous sera nécessaire, c'est le compas de diamètre, c'est-à-dire un instrument qui nous permet donc de mesurer très facilement, même pendant que le tour fonctionne, de mesurer le diamètre de notre pièce et de voir si nous devons encore enlever du bois. On va arriver au stade d'un moyeu qui est terminé. En ce qui concerne le travail du tour, il a donc ses dimensions définitives et sa forme définitive. Mais le stade suivant sera donc de percer dans ce moyeu des ouvertures qui recevront les différents rayons de la roue.
Ici se pose un premier problème, c'est que, comme vous le savez peut-être, il existe des roues à 8 rayons, à 10 rayons, à 12 rayons, à 16 rayons, souvent un nombre pair en tout cas. Et le problème sera donc de diviser les 360 degrés du cercle en autant de segments qu'il y aura de rayons, et de faire ça de façon parfaitement précise pour que tous les angles soient égaux. Dans ce but-là, la machine est équipée de ce qu'on appelle un tambour diviseur, c'est-à-dire un cylindre percé de trous à égale distance, parfaitement établi, et l'ouvrier n'aura donc qu'à choisir la rangée de trous correspondant au nombre de rayons qu'il veut fabriquer. Nous sommes par exemple ici sur la première rangée qui nous donne une roue à 10 rayons. Dans la seconde rangée, nous aurons une roue à 12 rayons, puis 14 rayons, etc. On peut évidemment décider aussi de sauter un trou sur deux, ce qui nous donnerait alors, pendant la première rangée, des roues à 5 rayons, et dans la rangée suivante, sauter 2 trous sur 3, etc., pour réaliser pratiquement toutes les combinaisons possibles. Le travail qui se fera à cette machine-ci, c'est donc le travail de percer des ouvertures dans le moyeu grâce à la mèche tournante qui est ici et qui va donc forer d'abord des trous simples, puis des trous juxtaposés et enfin, en les lissant, une mortaise bien définie. Les mortaises ainsi obtenues sont des ouvertures oblongues, arrondies aux extrémités. Par contre, les tenons qu'elles devront recevoir sont de section rectangulaire. Il faudra donc soit équarrir les mortaises, soit arrondir les tenons, afin de rendre les deux pièces compatibles. Pour des raisons de résistance, c'est la première de ces solutions qui est retenue. Ce travail s'effectue manuellement au ciseau et au maillet. Donc nous voici arrivés au stade d'un moyeu qui a reçu 10 mortaises régulièrement espacées et qui serait théoriquement prêt à recevoir les rayons. Et si nous insérons les rayons dans un tel moyeu, les chances sont très grandes qu'on va le faire exploser. Et donc à ce stade-ci, le moyeu est envoyé chez le maréchal Ferrand qui lui va apposer 4 ferrures, une de chaque côté des mortaises et une à chaque bout du moyeu, afin de l'enserrer vraiment dans un véritable corset. Ces ferrailles sont des disques circulaires qui seront d'abord forgés à la bonne dimension, puis qui sont portés au rouge de façon à les dilater, posés sur le moyeu en brûlant légèrement le moyeu si nécessaire, et enfin ils sont refroidis immédiatement de façon à précontraindre le moyeu à l'intérieur de sa ferrure. Lorsque le bois sort du séchage, en général, il ressort légèrement tordu, ou légèrement gauche, comme on dit. Pour le remettre dans de bonnes conditions de travail, on emploiera donc cette machine qui s'appelle précisément la dégauchisseuse. Un bois qui est passé à la dégauchisseuse nous donnera une première surface parfaitement plane, puis si nous effectuons un second passage en appuyant ce bois contre le guide de la machine, nous aurons une seconde surface plane formant un angle de 90 degrés parfait avec le premier. Ces deux plans sont alors coupés par un seul angle qui est parfaitement droit, une seule arête parfaitement droite, et cette arête sera la base pour le traçage et le découpage subséquent de toute la pièce. Après le passage à la dégauchisseuse, nous disposons donc d'une pièce de bois sur laquelle nous avons une arête qui est parfaitement rectiligne. À partir de cette arête, on va alors tracer toute la pièce que l'on veut construire. La première chose que l'on peut faire, c'est tracer des parallèles à cette arête, et pour cela, le trusquin est l'outil de choix. Nous avons donc réglé le trusquin dans ce cas-ci de façon à avoir une pointe de marquage à une distance de 45 mm de la tête, et en poussant donc cet appareil parallèlement à l'arête de base, nous traçons une belle parallèle parfaitement juste à notre arête principale.
Donc, ayant déterminé l'épaisseur de notre pièce, nous allons maintenant, à l'aide de la bac appropriée, c'est-à-dire celle qui correspond à la roue de 10 rayons que nous fabriquons, nous allons tracer le profil général du rayon. Et c'est ce profil qui sera découpé dans le stade suivant à la scie. On peut procéder dès lors au sciage des rayons. Il ne leur confère toutefois qu'une forme grossière et le travail devra être parachevé par la phase de façonnage à la plane qui lui confère un aspect agréable. Les rayons, grossièrement découpés à la scie à ruban, sont ensuite façonnés à la plane. À l'aide de ce couteau bien affûté, le charron donne aux rayons leur forme galbée et bien arrondie. Chaque charron avait son style de travail. Le galbe des rayons, les moulures des moyeux, les chanfreins des pièces de structure constituaient une véritable signature de l'artisan, grâce à laquelle un œil habitué pouvait aisément l'identifier. Le maniement de la plane exige une bonne lecture du fil du bois, et l'on veille toujours à travailler dans le sens de ce fil. À ce stade, le rayon est virtuellement terminé. Il est prêt à être enchâssé avec force dans le moyeu. Le charron, dans son travail, faisait souvent appel à l'utilisation d'abacs. Des abacs, ce sont en fait des pièces de bois qui sont taillées sur mesure de façon à correspondre à certaines dimensions standards de la fabrication. Ceci est par exemple une abac de jante pour une roue d'1 mètre de diamètre comportant 10 rayons, c'est-à-dire 5 jantes. De la même façon, il utilise des abacs pour la confection des rayons. Il existe d'autres abacs pour la confection des tenons, beaucoup plus petites. Et ainsi, vous en avez des dizaines et des dizaines qui seront utilisés selon le type de réalisation. Dans notre cas ici, nous sommes en train de préparer des jantes. Donc, dans une pièce de bois d'épaisseur appropriée, ici nous avons 53 mm de façon à terminer avec 50 mm une fois la pièce rabotée mise à épaisseur, nous allons rechercher le meilleur endroit où nous trouvons du bon bois, du bois sans nœud, du bois sans défaut, du bois sans aubier, qui nous permettront donc de découper les jantes et d'obtenir un bois de une jante de bonne qualité. On trace donc tout simplement la forme de la bac. Après quoi, elle pourra être découpée et rabotée, mise à épaisseur avec la dégauchisseuse.
Après un premier découpage sommaire, la pièce est rabotée. Un dernier passage à la scie confère enfin à la jante son profil définitif. En vue de l'assemblage sur la roue, la jante doit être pourvue de diverses perforations. C'est donc la foreuse mortaiseuse qui entre en scène une dernière fois. Des trous sont percés pour les rayons et pour les chevilles qui réunissent les jantes bout à bout. Les chevilles sont extraites d'un bloc de bois doué de fibres parfaitement parallèles et à la fois très dures, du chêne par exemple. Elles sont arrondies au ciseau pour en faire des cylindres légèrement coniques aux deux extrémités. Les orifices destinés aux rayons sont quant à eux rendus coniques à l'aide d'une gouge. Ceci facilitera le montage et favorisera un serrage adéquat. L'extrémité extérieure du ray est d'abord sciée, puis travaillée à la plane pour la transformer en un tenon de forme conique. Il est ajusté systématiquement dans la jante correspondante. Nous sommes prêts pour l'assemblage de la roue. Les rays, chassés dans le moyeu, sont ajustés dans un même plan et contrôlés à l'aide d'un bras rotatif dûment calibré. Il est primordial de s'assurer à ce stade que la roue soit légèrement concave et de respecter l'angle de carrossage et les cointeurs qui faciliteront le roulement. Reste à fixer les jantes qui, mises en place sommairement, sont ensuite resserrées progressivement jusqu'à assurer à la roue son profil définitif. Le combat permet au charron de s'assurer que la roue est parfaitement ronde et, si ce n'est pas le cas, d'apporter les retouches requises. Il doit toujours veiller à ménager entre chaque jante un espace de 2 à 3 mm afin de permettre au bandage métallique qui sera placé ensuite par le forgeron d'exercer sa pression via les jantes sur les rayons et sur le moyeu. Une nouvelle roue est née. Comme toute naissance, c'est une joie et une satisfaction qui font la fierté de l'artisan. Ici se termine l'histoire du charronnage et de la roue en bois. Une histoire commencée il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie.
Au passage, nous ne manquerons pas d'admirer les roues du char de Toutankhamon, retrouvées intactes dans sa tombe. Les derniers charrons ont aujourd'hui disparu. Mais leur œuvre millénaire nous demeure et c'est toujours avec joie que nous redécouvrons leur construction sous forme de splendides décorations fleuries dans nos cours et nos jardins. Merci à tous ces artisans pour l'héritage admirable qu'ils nous ont laissé.